Si tu danses, je t'offre 100 millions d'euros, plaisanta le milliardaire. La fille de la femme de chambre releva le défi, et sa mâchoire en resta béante. Tout avait commencé par une plaisanterie destinée à humilier. Voilà ce qui arrive quand on recrute au bas de l'échelle, ricana le milliardaire Henri de Villeneuve, sa voix résonnant dans la salle de bal de cristal de l'hôtel de Crillon à Paris. La foule rit nerveusement, tandis qu'il désignait Carole Martin, une employée d'étage figée, de honte, tenant un plateau de verre vide. « Si tu danses mieux que ma femme, je donnerai 100 millions d'euros. Mais si tu refuses ou échoues, tu es renvoyé. » 200 membres de l'élite parisienne regardèrent la scène, certains amusés, d'autres scandalisés. Puis de l'ombre, une voix claire, comme le cristal, s'éleva. Elle ne dansera pas. Mais moi, oui. Une fillette de 10 ans s'avança, se plaçant entre sa mère et l'un des hommes les plus puissants de France. Voici l'histoire du courage d'une enfant qui défia la cruauté et changea tout. Avant de plonger dans le récit, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. Nous adorons voir jusqu'où nos récits voyagent. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la vidéo spéciale de demain. Allons-y. Une petite fille face à un géant. Son courage était sa seule arme. Elle s'apprêtait à relever un défi qui pouvait sauver la vie de sa mère, ou les détruire toutes les deux. Le monde retenait son souffle, se demandant si l'esprit d'un enfant pouvait réellement ébranler une montagne d'avidité. La grande salle de bal de l'hôtel de Crillon scintillait d'une lumière froide et tranchante. Cette lumière se reflétait sur les colliers de diamants et dans les coupes de champagne valant plus d'1 mois de loyer. L'air lui-même semblait lourd, saturé du parfum capiteux et du murmure confiant de l'argent ancien. 200 figures les plus puissantes de Paris s'étaient rassemblées pour le gala annuel de la Fondation de Villeneuve, un événement moins caritatif qu'une célébration de la richesse démesurée d'un seul homme, Henri de Villeneuve. Henri, dans son costume taillé aussi net que sa langue, acéré, scrutait la salle depuis son perchoir, près de l'estrade. Son visage figé dans la moue permanente de ceux à qui l'on n'a jamais dit non, passait en revue l'assemblée. Il ne regardait pas ses invités, il les inspectait, jugeant la qualité de leurs bijoux, la sincérité de leurs sourires. Pour lui, les gens n'étaient que des actifs ou des passifs. Et ce soir-là, chacun était un actif, ajoutant une couche de vernis à sa réputation redoutable. Il était un roi dans son château de cristal et savourait la vue. Dans l'ombre près d'un couloir de service, un autre monde existait. Là, l'air sentait l'eau de Javel et la résignation discrète. Carole Martin, femme de chambre de l'hôtel, depuis 6 ans, se déplaçait avec une invisibilité acquise par habitude. À 42 ans, ses mains étaient crevassées et son dos meurtri par une douleur sourde et permanente, mais ses gestes restaient efficaces, son visage un masque de calme professionnel. Elle remplissait les seaux à glace, ramassait les verres abandonnés. Son trajet était une danse silencieuse autour des marges de la fête. Son seul but était de passer la soirée sans être remarqué. Être remarqué signifiait risquer une plainte, et une plainte pouvait signifier perdre son emploi. Et perdre son emploi serait une catastrophe qu'elle n'osait imaginer. Blottie dans un petit placard, à fourniture, sa fille, Émilie, était assise sur un seau renversé. À 10 ans, Émilie était frêle comme un souffle, avec des cheveux couleur de blé clair et des yeux bleus d'été. Elle aurait dû être chez Madame Gabelle, la voisine âgée, mais celle-ci était tombée malade à la dernière minute. Carole n'avait eu d'autre choix que d'amener sa fille au travail.
la cachant avec un vieil exemplaire du jardin secret et une consigne stricte restée silencieuse et invisible. Émilie ne lisait pas. Elle écoutait les sons étouffés de l'orchestre, son petit pied battant la mesure sur le sol en béton. Elle sentait les vibrations de la contrebasse traverser ses vieilles baskets. Dans son esprit, elle était sur la piste de danse, non pas comme invitée, mais comme interprète. Elle s'imaginait tournoyant sous les grands lustres, sa simple robe transformée en costume de soie fluide. C'était un rêve secret, un rêve qu'elle et sa mère n'évoquaient presque plus. Un rêve d'avant la maladie, d'avant que la montagne de factures ne les écrase. La maladie avait d'abord frappé son père, un cancer fulgurant et impitoyable qui l'avait emporté ainsi que toutes leurs économies. Puis ce fut Carole, elle-même pas un cancer, mais une affection chronique et invalidante, nécessitant des soins que sa maigre couverture sociale ne remboursait pas entièrement. La dette était devenue une créature vivante, un monstre qui grossissait chaque mois. C'était la raison des doubles services, la raison pour laquelle Émilie se trouvait dans un placard, au lieu d'un lit chaud, la raison pour laquelle la lumière dans les yeux de sa mère semblait s'éteindre peu à peu. Carole entra dans le placard, le visage marqué par l'épuisement. « Encore quelques heures, ma chérie, murmura-t-elle en tendant à Émilie une petite bouteille d'eau. « Ça va ?» Émilie hocha la tête, forçant un sourire. « Ça va, maman. J'entends la musique. » Un éclair de douleur traversa le visage de Carole. Autrefois, il y avait toujours de la musique dans leur petit appartement. Son mari François adorait valser avec elle dans la cuisine. Et Émilie était née pour danser. Depuis qu'elle avait su marcher, elle se mouvait avec une grâce presque irréelle. C'est le père de François, un ancien officier décoré de la Légion d'honneur après la guerre d'Algérie, qui l'avait remarqué le premier. Cette gamine a de la foudre dans les pieds et de l'acier dans la colonne, disait le capitaine François Martin, père d'une voix rauque mais fière. C'était lui qui avait appris à Émilie ses premiers pas, non pas des danses de salon, mais des enchaînements qu'il inventait lui-même, basés sur la discipline, la force et le récit. Chaque pas a un but petit. Soldat, lui répétait-il, ne danse pas seulement raconte. Mais le capitaine n'était plus là, et les leçons de danse s'étaient arrêtées 2 ans plus tôt. Il n'y avait plus d'argent pour des cours, plus d'énergie, après de longues journées de travail, et toujours cette peur écrasante qu'Émilie se blesse. Une blessure même minime serait un coup qu'elle ne pouvait assumer. Les pensées de Carole furent brisées par un soudain cri, étouffé, venu de la salle de bal, suivi du rugissement furieux d'un homme. Son cœur se serra. Elle se précipita hors du placard Émilie, glissant derrière elle. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Un serveur jeune et nerveux avait trébuché. Son plateau de verre s'était envolé projetant dans les airs. Une pluie de vin rouge et d'éclats de cristal. Et la cible, l'épicentre du désastre n'était autre qu'Henri de Villeneuve. Une large tache sombre s'étendait sur le devant de sa chemise blanche, immaculée. La musique s'interrompit, net. Un silence lourd et glaçant s'abattit sur les 200 invités. Tous les regards convergèrent vers Henri, dont le visage se tordait dans un masque de fureur pure. « Espèce d'incapable » tonna-t-il, sa voix résonnant dans l'immense espace. Le jeune serveur blême bredouillait des excuses qu'on n'entendait pas. « Emmenez-le d'ici » aboya Henri. « Virez » ajouta-t-il d'un geste méprisant. 2 agents de sécurité s'approchèrent et sans brutalité mais fermement escortèrent le jeune homme en pleurs vers la sortie. Le directeur de l'événement, M. Davin, accourut avec un linge. « Monsieur de Villeneuve, toutes mes excuses. Un terrible accident. »
Henri arracha le tissu et tamponna inutilement sa chemise. Un accident. Voilà ce qui arrive quand on engage au rabais d'Avin. L'incompétence, c'est la maladie de la classe ouvrière. Son regard balaya la salle brûlant de rage et s'arrêta sur la première employée venue. C'était Carole Martin, figée, un plateau de verres vides encore entre les mains. Toi claqua Henri en pointant un doigt accusateur. « Femme de ménage et approche !» Le sang de Carole se glaça. Elle avança lentement, le corps tremblant. Les yeux rivés au sol, elle fuyait l'océan de visages curieux et juges. « Regarde ça !» gronda Henri en désignant sa chemise souillée comme une blessure mortelle. « Cette chemise vaut 5 000 €. Sais-tu combien d'étages tu devrais récurer pour te payer ça ?» Carole garda le silence, la honte lui pesant comme du plomb dans l'estomac. « Je t'ai posé une question, » siffla-t-il. Des rires nerveux fusèrent dans une partie du public. « Je ne sais pas, monsieur, » souffla-t-elle d'une voix à peine audible. « Bien sûr que non, » ricana-t-il. « Les gens comme toi ne réfléchissent pas en ces termes. Vous vous contentez d'exister. Vous avancez jour après jour, sans grâce, sans élégance, sans aucune compréhension des vraies choses de la vie. » Il se mit à tourner autour d'elle comme un requin, savourant le spectacle qu'il offrait à ses invités. Le choc initial des convives commençait à se transformer en une forme de divertissement morbide. « Regarde ta posture », poursuivit-il la voix dégoulinante de mépris. « Courbé, voûté. Je parie que tu ne serais même pas capable de traverser cette salle sans trébucher sur tes propres pieds. Vous n'avez ni rythme, ni coordination. » Depuis l'embrasure du placard, Émilie observait ses petites mains serrées en poing. Des larmes de colère et d'impuissance lui montaient aux yeux en voyant sa mère, sa douce et courageuse mère, traitée comme un objet de dérision. Sa mère qui travaillait jusqu'à épuisement pour les nourrir. Sa mère qui fredonnait encore des berceuses le soir même quand elle était trop fatiguée pour tenir debout. Henri s'arrêta devant Carole, une lueur cruelle et brillante dans les yeux. « Tu sais quoi, j'ai une théorie. Je suis convaincu que la richesse et la grâce sont liées, que le raffinement de la haute société, c'est quelque chose de tangible. Mettons ça à l'épreuve. » Il se tourna vers le chef d'orchestre stupéfait. « Jouez une valse, la plus belle, que vous connaissez. » Le chef hésita, mais un seul regard glacé d'Henri le fit obéir aussitôt. Les notes douces et élégantes d'une valse viennoise commencèrent à emplir la salle. La mélodie était magnifique, mais dans ce contexte, elle paraissait menaçante. Henri de Villeneuve se tourna de nouveau vers Carole, un sourire cruel élargissant ses lèvres. « Voilà le marché femme de ménage. Je veux que tu danses ici tout de suite devant tout le monde. » La foule s'exclama. Certains éclatèrent de rire, croyant à une plaisanterie extravagante. D'autres se remuèrent mal à l'aise. La ligne avait été franchie de l'arrogance à la cruauté pure. Carole leva les yeux, terrifiée. « Monsieur, je vous en supplie, je ne peux pas. »« Oh, je pense que tu peux, » répondit Henri avec douceur. « Et pour rendre les choses intéressantes, faisons un petit pari. » Il éleva la voix pour que toute la salle entende. « C'est pour la fondation, bien sûr. Un peu de divertissement. Si tu danses cette valse maintenant avec plus de grâce que ma femme, je donnerai 100 millions d'euros à l'association de ton choix. » Un murmure de stupeur et des rires choqués parcoururent la salle de bal. 100 millions d'euros. La somme était si ridicule, si impossible, qu'elle rendait la plaisanterie encore plus cruelle. Sa femme Béatrice de Villeneuve, une femme à l'allure de statue de glace, glissa à ses côtés. « Henri chéri, que fais-tu » murmura-t-elle, bien que ses yeux brillaient d'amusement. « Je donne une leçon, ma chère, une leçon d'ordre naturel.
Il se tourna vers Carole, dont le visage était désormais livide. « Alors, que choisis-tu, danser? Et peut-être juste peut-être gagner une fortune, ou refuser et je m'assurerai que tu ne trouveras plus jamais de travail à Paris. » Sa voix était basse, mais la menace limpide. Carole resta figée, prisonnière d'un choix impossible. Le poids de chaque regard dans la salle s'abattait sur elle. La musique moqueuse tourbillonnait autour d'elle. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues, gouttes muettes d'humiliation qu'elle ne pouvait retenir. Elle se brisait devant tout le monde, se fragmentait en 1000 morceaux. Et ce fut à ce moment-là, alors qu'un premier sanglot franchissait ses lèvres, qu'une voix claire retentit, tranchant la tension. Elle ne dansera pas. Toute la salle se tourna vers la source. Émilie Martin sortit de l'ombre du couloir de service et marcha jusqu'au bord de la piste de danse. Son dos était droit, son menton relevé, et ses yeux bleu ciel fixaient Henri de Villeneuve avec une intensité stupéfiante pour un enfant. Elle marcha jusqu'à se placer devant sa mère s'interposant entre Carole et le milliardaire. « Elle ne dansera pas », répéta Émilie, la voix ferme, malgré les battements tonitruants de son cœur. « Mais moi, je danserai. » Un silence profond et absolu s'abattit sur la salle. Henri de Villeneuve fixa la fillette de 10 ans, la mâchoire pendante d'incrédulité. L'orchestre chancela la belle valse, se dissolvant en quelques notes discordantes, avant de s'arrêter complètement. 200 des personnes les plus riches et influentes de Paris contemplaient la petite blonde, en robe de coton simple, qui venait d'accepter un défi impossible pour défendre sa mère. Le silence s'étira lourd et interminable. Il fut finalement rompu par Henri, qui laissa échapper un rire bref et aboyé. Le son était sec, disgracieux. Quelques invités, prenant cela comme un signal, l'imitèrent avec des rires serviles et nerveux. « Eh bien, que voyons-nous là ?» dit Henri en retrouvant son assurance et en braquant son regard condescendant sur Émilie. Un petit lionceau venu défendre sa mère. Comme c'est touchant, comme c'est pathétique. Il se pencha, rapprochant son visage dangereusement de celui de l'enfant. Elle ne broncha pas. Elle le fixa simplement, son expression impénétrable. « Quel est ton nom, petite ?» demanda-t-il. « Émilie Martin », répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Émilie Martin », répéta-t-il, savourant le nom comme un vin bon marché. « Et tu penses savoir danser. Toi, une enfant aux chaussures éraflées, tu crois pouvoir affronter un défi qui était destiné à ta mère ? Ma mère est fatiguée, dit simplement Émilie. Elle travaille trop. Mais moi, je sais danser. C'est mon grand-père qui m'a appris. » Cette déclaration parut hilarante à Henri. « Ah oui, ton grand-père. Qu'était-il donc? Un professeur de danse de quartier miteux. » Les rires dans la salle s'amplifièrent, plus confiants. La tension s'était brisée, remplacée par la cruauté excitée d'une foule qui venait de trouver une cible encore plus vulnérable. Carole se précipita auprès de sa fille, saisissant ses petites épaules. Émilie, non. « Ma chérie, viens avec moi. Rentrons à la maison, » souffla-t-elle d'une voix affolée, ses yeux suppliants. Carole essaya de tirer Émilie en arrière vers la sécurité des ombres, mais la fillette resta campée sur ses positions. « Non, maman, » dit-elle sans détourner les yeux d'Henri de Villeneuve. « Il t'a fait pleurer. Un homme n'a pas le droit de faire pleurer ainsi. Grand-père disait que les brutes ne gagnent que lorsque les gens bien ne font rien. » La mention de son grand-père, le capitaine François Martin, père, fit tressaillir Carole. Elle observa la posture déterminée de sa fille, la droiture de sa colonne, et un instant, elle ne vit plus une enfant de 10 ans. Elle vit l'écho de son beau-père, un homme qui avait affronté le feu de l'ennemi
sans jamais reculer d'un pas. Elle vit son intégrité, son esprit, indomptable, revivre dans ce petit être farouche. L'emprise de ses mains sur les épaules d'Émilie se desserra. Henri, pendant ce temps, se régalait de ce tournant imprévu. Humilier une domestique était une chose, mais ridiculiser un enfant, le spectacle serait légendaire. Il se redressa et s'adressa à l'assemblée, sa voix tonnant avec une générosité théâtrale. « Mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle participante. La petite Émilie Martin croit pouvoir danser pour l'honneur de sa mère et pour 100 millions d'euros. » Il marqua une pause, laissant l'absurdité de sa déclaration s'imposer. « Je suis un homme de parole, l'offre tient toujours. Si cet enfant danse la valse avec plus de grâce et de talent que ma femme Béatrice, je ferai le don promis. » Béatrice de Villeneuve s'avança avec fluidité. Ancienne championne amateur de danse de salon, elle s'entraînait 3 fois par semaine, avec un professeur particulier venu de Vienne. Elle toisa Émilie de haut en bas, un sourire venimeux aux lèvres. « C'est absurde, Henri. C'est comme opposer un cheval de course à un chiot errant. Ce n'est même pas une compétition. » « Balivernes, ma chère, tonna Henri. C'est un spectacle et nous devons fixer le standard. Tu danseras la première. Montre donc à notre petite invitée ce qu'est la vraie grâce. » Puis il se tourna vers Émilie, ses yeux brillants d'une malveillance sournoise. « Mais tout Paris a des enjeux des 2 côtés. Les 100 millions, c'est ce que tu peux gagner. Décidons de ce que tu perds. » Il tapota son menton, feignant de réfléchir. « Je sais. Quand tu échoueras, et tu échoueras, ne t'y trompe pas, ta mère ne sera pas renvoyée. Non, ce serait trop simple. À la place. » Sa voix se fit soyeuse, cruelle. Elle se mettra à genoux et cirera de ses propres mains les chaussures de chaque invité, ici présent, avec son propre tablier. Ce soir, un frisson parcourut la salle. Cette fois, il n'y eut pas de rire. La cruauté était désormais nue si manifeste que même les invités les plus endurcis se remuèrent sur leurs sièges. Henri n'humiliait plus seulement Carole, il exigeait sa complète et totale déchéance. Il lui demandait de sacrifier le dernier lambeau de dignité devant sa propre fille. Le visage de Carole devint livide. « Non, » souffla-t-elle d'une voix étranglée. « Vous ne pouvez pas. Elle n'est qu'une enfant. C'est entre vous et moi. C'était entre vous et moi. » La corrigea Henri avec aisance. « Jusqu'à ce que votre fille intervienne, voici les conditions. Acceptez-les ou quittez cette salle ce soir sans emploi et sans avenir. Je m'en assurerai personnellement. » Ils étaient piégés, acculés. Le choix se résumait à une lente ruine financière ou à une humiliation foudroyante et dévastatrice. Avant que Carole ne puisse dire un mot de plus, Émilie prit la parole. « J'accepte. » Les mots flottèrent dans l'air défiant et clair. Carole regarda sa fille horrifiée, mais l'expression d'Émilie demeurait calme. C'était le calme d'un soldat qui avait déjà calculé les risques et décidé d'avancer. « Excellent !» s'exclama Henri en frappant dans ses mains. « Le chiot a des dents, ou du moins, il le croit. Mettons le spectacle en marche. » Tandis que Béatrice s'échauffait près de la piste de danse, effectuant quelques étirements élégants pour exhiber son entraînement, un homme se fraya discrètement un chemin dans la foule. C'était David Morel, chef de la sécurité de l'hôtel depuis plus de 30 ans. Grand large d'épaules, il avait une allure tranquille et des yeux qui ne manquaient rien. Il avait servi dans l'armée avec le capitaine François Martin Père. Ils avaient été amis. Il avait connu le mari de Carole et rencontré Émilie à quelques reprises lorsqu'elle était toute petite. Il avait observé toute cette scène atroce depuis le fond de la salle, sa colère brûlant lentement comme un feu intérieur.
Il s'approcha de Carole, désormais appuyée contre un mur impuissante, regardant sa fille se préparer à affronter les lions. « Carole, dit-il d'une voix grave et posée, est-elle vraiment sûre de ce qu'elle fait ?»« Je ne sais pas. »« David, » murmura Carole, la voix brisée, « elle est si têtue, comme son grand-père. Quand elle a une idée en tête, François était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu, » répondit David, son regard fixé sur Émilie. Il parlait d'elle tout le temps. Il disait qu'elle était spéciale, qu'elle avait un don. Il observa de plus près la fillette immobile au bord de la piste. Elle ne regardait ni la foule, ni Béatrice. Les yeux fermés, les bras détendus le long du corps, Émilie semblait puiser sa force dans un puits intérieur insondable. « Qu'est-ce qu'il lui a appris ?» demanda doucement David. Il appelait cela « la danse-récit », murmura Carole en se souvenant. Il disait que danser, ce n'était pas des pas compliqués. C'était dire la vérité sans parole. Il inventait des enchaînements pour elle, l'un sur un soldat solitaire, l'autre sur un oiseau apprenant à voler. Je ne l'ai pas vu danser comme ça depuis des années. David acquiesça lentement. Il pressentait que ce ne serait pas une danse ordinaire. Discrètement, il sortit son téléphone, se plaçant de manière à voir clairement la piste, et surtout Henri de Villeneuve. Il appuya sur le bouton « Enregistrer ». Quoi qu'il arrive, le monde entier allait en être témoin. Sur la piste, Béatrice était prête. Elle fit un signe de tête au chef d'orchestre. Les premières notes du beau Danube bleu emplirent la salle, une valse classique, ample et majestueuse. Béatrice se mit à danser, ses mouvements fluides et techniquement parfaits. Elle tournoyait sur le parquet, sa robe coûteuse scintillant sous les lustres. Elle était l'image même de l'élégance aristocratique. Les invités applaudirent poliment. Elle était exactement ce qu'ils attendaient, belle talentueuse, mais complètement dénuée d'âme. Sa danse n'était qu'une démonstration de privilège, le résultat de cours coûteux et de leçons répétées. Impressionnante certes, mais creuse. Elle termina par une révérence gracieuse et un sourire assuré. Henri applaudit le plus fort, un air suffisant et triomphal au visage. « Bravo, ma chère, une performance exquise. Voilà le standard à atteindre. » Il désigna Émilie d'un geste théâtral. « Et maintenant, pour notre grand moment, la petite souris entre en scène. » Les rires reprirent, mais plus discrets cette fois. Une attente nerveuse pesait désormais sur la salle. Émilie avança au centre de la vaste piste minuscule et seule, sous l'éclat des chandeliers. Le contraste était frappant, la robe scintillante de Béatrice, face à la petite robe de coton d'Émilie, le sourire assuré de l'une face au sérieux grave de l'autre. Le chef d'orchestre l'observa. « Quelle musique veux-tu, petite ?» demanda-t-il d'une voix étonnamment douce. Émilie balaya l'orchestre du regard, ses yeux bleus brillants d'une intensité calme. Puis, elle dit sa voix claire, résonnant dans la salle silencieuse, « Connaissez-vous l'hymne à l'amour ?» Un murmure perplexe parcourut l'assistance. L'hymne à l'amour. Ce n'était pas une valse, c'était une chanson lente, poignante, totalement inadaptée au défi. Henri éclata de rire avec mépris. L'enfant ne sait même pas ce qu'est une valse. C'est parfait. Jouez-la. Jouez donc sa marche funèbre. Le chef d'orchestre hésita, mais Émilie lui adressa un petit signe rassurant. Il soupira et donna des instructions discrètes à ses musiciens. Quelques instants plus tard, le son solitaire et déchirant d'un violon s'éleva jouant les premières notes de la célèbre mélodie. C'était un air de chagrin, mais aussi d'espérance. Émilie ferma les yeux. Elle ne prit pas une posture de ballet classique, ni une attitude de danse de salon. Elle resta simplement debout, les pieds légèrement écartés,
les bras le long du corps, comme si elle écoutait une voix que nul autre ne pouvait entendre. Dans son esprit, elle était de retour dans le petit salon de son grand-père. Elle entendait sa voix grave et bienveillante. « Ne leur montre pas ta peur, petite soldate. Montre-leur ton histoire. Maintenant raconte-moi. Raconte-moi l'histoire du moineau tombé qui a appris à voler à nouveau. » Au premier couplet complet, Émilie bougea. Ce n'était pas une danse de fête, c'était une danse de survie. Son premier geste fut une chute volontaire, déchirante, à genoux. Son petit corps se replia en boule sur le marbre froid, et impitoyable, l'imitation parfaite d'un oiseau à l'aile brisée. C'était une posture de défaite, de désespoir absolu. C'était sa mère à genoux, parmi les éclats de verre quelques instants plus tôt. C'était chaque personne dans cette salle qui un jour s'était sentie écrasée, impuissante, brisée par la cruauté du monde. Quelques invités se remuèrent mal à l'aise. Ce n'était pas la maladresse attendue d'une enfant. C'était tout autre chose. Puis lentement, sur les notes plaintives du violon, une main se tendit, doigt tremblant, cherchant l'air. Son corps se déplia, non pas d'un mouvement fluide et gracieux, mais avec un effort saccadé, douloureux. C'était la lutte pour se relever après avoir été abattu. Ses muscles tremblaient, son visage tendu par la concentration. Elle se redressa, chancelante, ses jambes vacillant, mais debout, fragile et incertaine, tel un petit soldat au milieu d'un champ de bataille immense. Henri de Villeneuve la regardait les bras croisés, un rictus encore figé sur son visage. Mais ce sourire commençait à se raidir, à paraître forcé. Il avait attendu les pas maladroits d'une enfant, une pantomime ridicule. C'était une véritable performance, étrange, troublante, et elle captivait l'attention des invités d'une façon que la valse techniquement parfaite de Béatrice n'avait pas su provoquer. Quand la musique s'éleva vers son premier refrain, une mélodie de douleur profonde, mêlée à une foi résiliente, les mouvements d'Émilie changèrent. Elle traversa la piste non pas avec les pas fluides et glissés d'une valse, mais avec une série de gestes tranchants, presque militaires. Ses bras fendaient l'air, ses pieds frappèrent le sol, dans un rythme à la fois défiant et discipliné. C'étaient les pas que son grand-père lui avait enseignés des mouvements pensés, pour bâtir force et précision. C'était l'histoire d'un soldat seul, en infériorité numérique, affrontant un ennemi écrasant. Chaque pas était une bataille, chaque tournant une confrontation. Elle ne dansait pas sur la musique. La musique semblait danser pour elle. L'orchestre, fasciné par l'émotion brute de sa performance, commença à se caler sur elle. Le tempo montait et descendait selon l'intensité de ses gestes. Au violon solitaire s'ajoutèrent mêlent les violoncelles, leurs sons graves et sombres, ajoutant une gravité supplémentaire à l'air. Carole regardait les larmes coulant sur ses joues. Mais ce n'étaient plus des larmes d'humiliation. C'étaient des larmes d'étonnement et une fierté farouche brûlante. Elle reconnaissait l'histoire. C'était celle que le capitaine Martin appelait la dernière résistance. Celle qu'il avait racontée à Émilie, l'histoire d'un soldat, tenant un passage contre des forces impossibles, non pour la gloire, mais pour protéger ceux qui étaient derrière lui. Et dans ce grand salon, sa fille était ce soldat. Elle tenait la ligne protégeant sa mère de l'ennemi. Puis la danse changea encore. Les gestes tranchants et combatifs s'adoucirent. Les bras d'Émilie s'ouvrirent largement son corps, ondulant avec une grâce lyrique et tendre. Elle était un oiseau, testant son aile meurtrie. Une série de petits sauts hésitants devint plus grand, plus confiant. Elle se mit à tournoyer, pas des pirouettes serrées et contrôlées de ballerines,
mais de larges cercles joyeux. Ses cheveux blonds volaient autour d'elle, comme une auréole. Elle ne se battait plus, elle volait. Elle était libre. La douleur et la lutte du début de sa danse se transformaient sublimées par cette expression vertigineuse d'espérance. La foule entière était captivée. Les chuchotements avaient cessé. Les rires nerveux n'étaient non plus qu'un souvenir. Personne ne regardait son téléphone. Personne ne pensait à ses affaires ou à ses résidences secondaires. Chaque personne regardait cette petite fille, en robe simple, raconter une histoire plus profonde et plus émouvante que tout ce qu'ils avaient vu sur une scène parisienne. Ils voyaient leurs propres luttes, leurs blessures secrètes, leurs instants de résilience matérialisés sur le marbre. Ils voyaient leur mère, leurs filles, leurs jeunes années, où ils avaient osé rêver face à la froideur d'un monde indifférent. Et dans le regard collectif de 200 des Parisiens les plus cyniques et les plus puissants, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils se mirent à ressentir. David Morel, debout au fond de la salle, tenait son téléphone, fermement les jointures blanchies. Il voyait le capitaine dans chaque pas d'Émilie. Il voyait la volonté de faire de son ami son intégrité inébranlable, sa conviction que la véritable force ne venait pas de la richesse ni du pouvoir, mais du courage et de l'amour. Il n'était pas simplement en train d'enregistrer une vidéo, il était témoin. Le seul à rester insensible à cette magie était Henri de Villeneuve. Son visage passa de l'amusement suffisant à l'agacement confus, puis à une rage sombre et bouillonnante. Ce n'était pas ainsi que son jeu devait se dérouler. L'enfant devait être un clown, un objet de ridicule. Mais elle ne l'était pas. Elle était un prodige. Elle était une étoile. Et elle lui volait la vedette dans son hôtel lors de sa soirée. Elle retournait contre lui son spectacle de cruauté soigneusement orchestré. Elle le faisait passer pour un imbécile. Non par maladresse, mais par un talent si immense qu'il en devenait incontestable. Ses invités ne riaient pas d'elle. Ils étaient fascinés. Henri sentait l'ambiance changer, se retourner contre lui. L'admiration dans leurs yeux était une condamnation de sa propre bassesse. Quand les dernières notes triomphantes de l'hymne à l'amour retentirent dans la salle, la danse d'Émilie prit fin. Elle ne conclut pas par une révérence, ni une courbette, mais en restant parfaitement immobile, au centre de la piste, la poitrine soulevée par sa respiration, la tête haute. Elle abaissa lentement ses bras et fixa directement, non pas le public, mais un seul homme. Ses yeux bleus clairs et inébranlables se plantèrent dans ceux d'Henri de Villeneuve. Il n'y avait pas de peur dans son regard, pas de colère. Il n'y avait qu'une question silencieuse, puissante. Pendant 10 secondes entières, le salon fut plongé dans un silence si total qu'il semblait palpable. Un silence d'admiration, un silence de révérence. Alors, une personne commença à applaudir. C'était une vieille dame assise au premier rang, une philanthrope respectée pour sa dignité discrète. Ses applaudissements solitaires furent suivis par d'autres, puis encore d'autres, et soudain, comme une vague, la salle entière éclata. Ce n'étaient pas des applaudissements polis, c'était un rugissement, une ovation debout. Les invités se levaient, leurs visages illuminés par une émotion absente toute la soirée, une admiration sincère. Ils applaudirent l'enfant, son courage, son don prodigieux. Ils applaudirent la beauté et la vérité qu'elle venait d'insuffler dans cette salle froide et ostentatoire. Carole sanglotait, à voix haute, sa main, couvrant sa bouche, son cœur prêt, Haguet éclatait d'amour et de fierté. Les applaudissements ne s'arrêtaient pas. Ils résonnaient comme un hommage assourdissant à la petite fille
qui avait tenu tête à un géant et qui avait triomphé. Henri de Villeneuve restait figé au centre de la tempête, son visage un masque d'orage. Le tonnerre des acclamations le frappait comme une gifle. C'était un jugement. C'était le bruit de sa perte de contrôle. Assez rugiat-il sa voix, à peine audible sous le vacarme. Ça suffit. Lentement, à contre-cœur, l'ovation s'apaisa. Le silence revint lourd d'attente. Les invités se tournèrent vers lui, leurs expressions n'étaient plus obséquieuses, mais questionnantes, défiantes. « Qu'avez-vous donc » gronda Henri, la voix tremblante de rage. « Vous applaudissez un numéro de cirque ? Ce n'était pas une valse, c'était des gesticulations. Elle n'a pas rempli les conditions du pari. » Il pointa un doigt tremblant vers Émilie. « Le défi était de danser la valse avec plus de grâce que ma femme. Elle a échoué. Le pari est caduc. Quant aux conséquences... » Son regard venimeux se tourna vers Carole. « Vous, votre fille, a conclu un marché. Vous l'honorerez. » À genoux. Une vague de choc et de dégoût parcourut la salle. Tous venaient d'assister à quelque chose de beau, de transcendant. Et la réponse d'Henri était d'en rajouter dans la cruauté. Il avait totalement mal lu la salle. Le charme de son pouvoir venait de se briser. « Je ne crois pas, Henri. » La voix venait du fond de la salle. Calme autoritaire. Elle appartenait à un homme qui n'avait pas dit un mot de toute la soirée. Le général Marcel Delaunay, un ancien général 4 étoiles, respecté de l'armée française et figure éminente de la vieille garde parisienne, avançait. C'était un homme d'une soixantaine avancée, au port de soldat droit, comme un bâton aux yeux, qui avait vu le pire de l'humanité sans jamais scier. Quand il parlait, on écoutait. Cet enfant a montré plus de grâce, en 5 minutes, que vous n'en avez montré dans toute votre vie, dit-il, la voix froide comme l'acier. Il s'arrêta près d'Émilie et posa une main protectrice et douce sur son épaule. Son expression sévère s'adoucit un instant. « C'était remarquable, jeune fille. Ton grand-père aurait été fier. » Émilie leva les yeux surprise. « Vous connaissiez mon grand-père » ? « Oui, répondit le général, sa voix s'adoucissant. J'ai eu l'honneur de servir avec le capitaine François Martin. C'était l'un des plus grands hommes que j'ai connus. Il m'a sauvé la vie, ainsi que celle de 5 autres soldats, lors d'une bataille en Afghanistan. Il a traversé le feu ennemi sans se soucier de sa propre sécurité pour nous sortir d'un véhicule en flammes. Il a reçu la Légion d'honneur pour son courage. » Le général tourna alors son regard perçant vers Henri de Villeneuve. Sa voix se chargea d'une fureur contenue, mais mortelle. Cet homme, Henri, était un héros, un véritable héros français. Et vous, misérable arrogant, vous avez passé la soirée à tenter d'humilier sa famille. Vous avez voulu avilir sa belle-fille et sa petite-fille devant 200 personnes pour votre divertissement malade. La révélation frappa la salle comme un coup de tonnerre. La petite fille qui venait de danser n'était pas n'importe quel enfant. Elle était la petite fille d'un héros décoré d'une légende. L'histoire venait de prendre une dimension nouvelle. L'insulte d'Henri n'était plus seulement une cruauté personnelle. C'était une offense à la mémoire d'un héros national. Le visage d'Henri pâlit. Il savait que le nom Martin était courant, mais il n'avait jamais fait le lien. Il venait de poser le pied sur une mine invisible. Le général n'avait pas fini. Le pari continua-t-il, sa voix résonnante avec autorité portait sur la grâce. Et la grâce, monsieur de Villeneuve, ce n'est pas des pas parfaits, ni des robes coûteuses. C'est la dignité sous la pression. C'est le courage face à la cruauté. C'est l'honneur. À cette définition, cet enfant non seulement a rempli les conditions de votre Dauphie, mais elle les a dépassées d'une façon que vous êtes manifestement incapable de comprendre. Puis il se tourna vers l'assemblée silencieuse, attentive. « Pour ma part,
Je considère que le pari est gagné et je m'engage personnellement à donner les 10 premiers millions d'euros à l'association que Madame Martin choisira. Avant même que les mots du général ne soient sortis de sa bouche, la vieille philanthrope qui avait lancé les applaudissements déclara « Et moi, je donne 5 millions de plus ». Une troisième voix s'éleva « Comptez sur moi » pour 5 également, puis une autre, et encore une autre. Ce fut une cascade. Les promesses de dons jaillirent de tous les coins de la salle de bal. C'était une rébellion spontanée et écrasante contre Henri de Villeneuve. Ses propres invités, ceux dont il cherchait l'approbation, prenaient publiquement et avec enthousiasme le parti de sa victime. Il ne faisait pas que donner de l'argent. Il votait, et il votait contre lui. En quelques minutes, les promesses dépassèrent 50 millions, puis 75, puis 100. Ensemble, joyeusement, ils accomplissaient la promesse qu'Henri avait faite par moquerie, transformant son pari cruel en une réalité éclatante. Henri de Villeneuve restait seul, au centre de la salle, sa femme s'étant discrètement fondue dans la foule. Son visage était un mélange d'incrédulité, de fureur, et pour la première fois de sa vie, d'un sentiment inconnu, l'humiliation totale et absolue. Le pouvoir qu'il avait brandi avec tant d'arrogance toute la soirée avait disparu. La salle sa salle ne lui appartenait plus. Elle appartenait à la femme de chambre et à sa fille. David Morel arrêta d'enregistrer. Il en avait assez. Il envoya discrètement la vidéo à un journaliste d'un grand quotidien parisien avec un simple message « Tu ne vas pas en croire tes yeux ». Émilie se tenait aux côtés du général, sa petite main serrant la sienne. Elle regarda sa mère entourée désormais de femmes en diamants et en soie qui lui tapotaient le bras en lui disant combien elle devait être fière. Carole riait et pleurait, en même temps son visage illuminé d'une joie si profonde qu'elle semblait effacer des années de souffrance. Puis, Émilie se tourna vers Henri de Villeneuve. Il paraissait soudain, petit, pathétique, isolé dans son propre palais de cristal. Elle ressentit un étrange pincement au cœur. Ce n'était pas du triomphe, c'était plus proche de la pitié. Son grand-père lui avait appris à se battre, mais aussi à comprendre la victoire. Un vrai soldat ne fanfaronne jamais petite. Quand la bataille est finie, tu montres du respect. C'est ce qui nous distingue des monstres. Elle lâcha la main du général et traversa la salle une dernière fois. Elle s'arrêta à quelques pas de l'homme qui avait voulu détruire sa famille. Henri baissa les yeux vers elle, ses prunelles pleines d'une haine venimeuse. « Qu'est-ce que tu veux » cracha-t-il. Émilie ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda simplement, son regard clair et ferme. Puis elle fit quelque chose qu'aucun n'attendait. Elle s'inclina, une petite révérence simple, parfaite, un geste de respect traditionnel. « Merci, monsieur de Villeneuve », dit-elle d'une voix douce mais claire. « Vous avez aidé beaucoup de gens ce soir. » Et par ce dernier geste dévastateur de grâce, elle lui tourna le dos et s'éloigna, le laissant se noyer dans les ruines de sa propre cruauté. La bataille était finie. La petite soldate avait gagné. Le grand salon, qui 1 heure plus tôt encore, était la scène du pouvoir d'Henri de Villeneuve, était désormais celui de sa chute. Ses invités ne le regardaient plus. Ils se pressaient autour de Carole et d'Émilie, sortant carnets de chèques et téléphones, tenant leurs promesses. Le général Delaunay se tenait en sentinelle, son imposante présence formant un bouclier clair et immuable autour de la mère et de la fille. Monsieur Daviette, le directeur de l'hôtel, autrefois terrorisé par Henri, s'affairait maintenant avec empressement, offrant une chaise confortable à Carole
et apportant à Émilie un verre de citronnade. Ces gestes montraient clairement où se situait désormais la loyauté de l'hôtel. Henri restait planté là, statue de rage impuissante, regardant son univers soigneusement construit s'effondrer autour de lui. L'air autrefois saturé de déférence à son nom était désormais rempli de murmures qui le piquaient comme des frelons, honteux pour le fils d'un héros. Tu as vu sa tête? Bien fait pour lui. Chaque mot était un coup de marteau sur l'ego fragile d'un homme qui n'avait jamais connu que l'adoration. Il tenta de sauver la situation. Il s'approcha du plus grand groupe, forçant un rire jovial et faux. Eh bien, il semble que notre petit gala ait eu plus de succès que prévu. Qui aurait cru que la danse d'une soubrette puisse rapporter autant? Personne ne rit. Le groupe s'écarta, lui tournant le dos, formant un mur mouvant et silencieux qui l'excluait complètement. Il était un fantôme à sa propre fête. Le message était clair, son argent ne pouvait plus acheter leur respect. Béatrice, sa femme, réapparut à son côté. Son visage était un masque glacé de fureur. « Tu nous as couverts de ridicule ?» Henri siffla-t-elle d'une voix basse et venimeuse. « Toi et tes jeux pathétiques et brutaux. Tu n'as pas seulement humilié ta personne, tu m'as humilié moi. D'ici demain, notre nom sera sali. » Henri grogna, saisissant une coupe de champagne sur un plateau qui passait. « Dans une semaine, ils auront tout oublié. Ils reviendront à moi en rampant. »« Ah, oui, répondit Béatrice, sa voix glaciale. Ou bien feront-ils la queue pour faire affaire avec le général Delaunay et sa nouvelle protégée, l'orpheline héroïque du plus grand soldat de France. Tu n'as pas seulement perdu cette sale imbécile, tu as perdu le récit. » Elle pivota sur ses talons et s'éloigna, le laissant totalement seul, au milieu de la mer qu'il avait lui-même créée. Pendant ce temps, le général Delaunay prenait les dispositions nécessaires. Il avait discrètement appelé son chauffeur personnel et organisé une sortie confidentielle pour Carole et Émilie par l'ascenseur de service. Une équipe de sa fondation était déjà en ligne avec Carole, l'aidant avec douceur à créer un fonds fiduciaire pour les dons. La somme avait officiellement atteint 127 millions d'euros. « Nous devons vous ramener chez vous, vous et votre fille, » dit le général à Carole, sa voix ferme mais bienveillante. « La presse sera bientôt là. Il vaut mieux que vous ne soyez plus ici à leur arrivée. » Carole, encore hébétée, ne put qu'acquiescer. Les événements de la soirée avaient des allures de rêve irréel. Elle regarda Émilie, désormais assise, à côté de la vieille philanthrope, racontant calmement l'une des histoires de danse préférées de son grand-père. La fillette paraissait insensible au tourbillon d'attention. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, protéger sa mère. Pour elle, la bataille était finie. David Morel s'approcha du général. « Mon général, la voiture vous attend en bas. Je vais les escorter. »« Merci, David, » répondit le général en lui serrant la main. « Tu as bien agi ce soir. François serait fier de toi aussi. » Puis, il s'accroupit devant Émilie. « Jeune fille, tu es une personne remarquable. J'ai le sentiment que ce n'est que le début de ton histoire. » Émilie lui offrit alors le premier vrai sourire de la soirée. « Merci, monsieur, d'avoir aidé ma maman. Elle a une bonne fille, » répondit le général, les yeux plissés par un sourire. « C'est la meilleure aide qu'elle puisse avoir. » Escortés par David, Carole et Émilie, quittèrent discrètement le salon, laissant derrière elles le chaos étincelant et la rage bouillonnante d'Henri de Villeneuve. Elles descendirent par l'ascenseur de service jusqu'au garage souterrain. Le silence y contrastait brutalement avec le vacarme d'en haut. Quand elles sortirent, dans la fraîcheur de la nuit, la réalité commença
à s'imposer. Elles ne parlèrent pas durant le trajet en voiture de luxe du général. Carole serrait simplement la main d'Émilie, son pouce caressant doucement les doigts, petits mais solides, de sa fille. Les chiffres, les dons, l'ovation debout, tout cela semblait secondaire. La seule image claire dans son esprit était celle de sa fille frêle, mais déterminée, sortant de l'ombre pour la défendre. Le monstre de dette qui hantait leur vie, réveillant Carole, chaque nuit, en sueur froide, avait été terrassé, non par un prince ou une fée, mais par une fillette de 10 ans, avec de l'éclair dans les pieds et de l'acier dans l'échine. Lorsqu'elles arrivèrent dans leur petit appartement du 3e étage sans ascenseur, tout paraissait identique, mais tout avait changé. Le canapé usait le robinet qui fuyait la pile de factures médicales impayées sur la table de cuisine, tout avait perdu son pouvoir. Ce n'étaient plus des menaces, juste des choses. Carole borda Émilie, tirant la mince couverture jusqu'à son menton. « Tu as été si courageuse ce soir, ma chérie, » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Je n'ai jamais été aussi fière de toute ma vie. » Émilie ouvrit ses yeux alourdis par le sommeil. « Je t'aime, maman, » murmura-t-elle. « Moi aussi, je t'aime, ma petite danseuse, » répondit Carole, en embrassant son front, plus que toutes les étoiles dans le ciel. Carole resta longtemps dans l'embrasure de la porte, observant sa fille dormir. Puis elle alla vers la table de cuisine, prit la pile terrifiante de factures, et avec un sentiment de cérémonie, la jeta à la poubelle. C'était le début d'une nouvelle vie. À 8 heures du matin, le lendemain, l'histoire était partout. La vidéo envoyée par David Morel à son ami journaliste n'avait pas seulement été publiée, elle avait explosé. C'était la une de tous les journaux en ligne, de toutes les émissions du matin, de toutes les plateformes sociales. Le titre du Monde proclamait « La chute de Villeneuve, un milliardaire humilié par la fille d'une femme de chambre lors d'un gala caritatif de 127 millions d'euros. » La vidéo était dévastatrice. Elle montrait la cruauté d'Henri, avec une clarté implacable ses paroles venimeuses, son chantage public, sa rage à tenter de nier la victoire d'Émilie. Tout y était offert aux yeux du monde. En contraste, la dignité tranquille d'Émilie et sa danse bouleversante paraissaient encore plus puissantes à l'écran. L'Internet tomba amoureux d'elle. On la surnomma bientôt la petite valseuse de Villeneuve, un symbole de courage et de grâce. Des mèmes apparurent. Le visage furieux d'Henri de Villeneuve, à côté du visage calme d'Émilie, avec des légendes telles que la grâce sous le feu, ou les vrais riches. Le contre-coup contre Henri fut immédiat et catastrophique. Le cours de l'action de Villeneuve Holdings chuta de 30% dès l'ouverture de la bourse. Les sponsors du gala de la Fondation Villeneuve se retirèrent publiant des communiqués condamnant le comportement abject de M. de Villeneuve. Les conseils d'administration de 3 grandes entreprises où il siégeait convoquèrent des réunions d'urgence. À midi, il avait été sommé de démissionner de toutes ses fonctions. Son monde social s'évapora. Les invitations furent annulées. Les appels restèrent sans réponse. Les amis puissants qui la veille riaient à ses plaisanteries cruelles prenaient désormais leur distance, publiquement le traitant comme un pestiféré. Dans le calcul brutal et impitoyable de l'opinion publique, Henri de Villeneuve était devenu un fardeau. Il n'était plus un roi. Il était un paria. Pour Carole et Émilie, le monde avait aussi basculé, mais de la plus merveilleuse des manières. Leur petit immeuble était assiégé par des camions de télévision. Des bouquets de fleurs, envoyés par des inconnus bienveillants, encombraient le couloir. Le général Delaunay leur avait fourni un avocat
et un conseiller financier qui gérait désormais l'afflux de demandes et la logistique de la toute nouvelle fondation Grace-Martin. Avec l'aide du général Carroll, avait choisi la mission offrir une aide financière aux familles écrasées par les dettes médicales et financer des programmes artistiques, notamment de danse, pour les enfants défavorisés. L'histoire avait touché une corde sensible dans tout le pays, et les dons affluaient, grossissant encore l'endowment de la fondation. La vie changea de 1000 petites et grandes manières. La première chose que Carroll fit fut de démissionner de son emploi à l'hôtel avec une lettre simple et digne. Puis elle régla chaque centime de leurs dettes. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids écrasant se lever de ses épaules. Elle pouvait respirer à nouveau. Elles quittèrent leur petit appartement, exigu, pour une maison confortable et ensoleillée, dans un quartier calme, avec un petit jardin. Ce n'était pas un manoir, mais pour elle, c'était un palais. La pièce la plus importante était une salle avec un parquet poli et un mur de miroirs, le studio de danse d'Émilie. Émilie reçut des bourses de toutes les grandes écoles de danse du pays de l'Opéra de Paris au Conservatoire. Mais après en avoir visité plusieurs, elle fit un choix qui surprit tout le monde. Elle opta pour une école plus petite et moins connue, dirigée par une ancienne prima ballerina russe, Madame Anna Volkov. Cette dernière était réputée non seulement pour sa technique, mais pour son insistance sur l'aspect narratif et émotionnel de la danse, exactement ce que le capitaine Martin avait transmis à sa petite fille. Lorsqu'elles se rencontrèrent, la vieille femme observa Émilie danser 10 minutes en silence. Puis elle dit simplement « Tu as une vieille âme, enfant. Tu ne danses pas pour impressionner. Tu danses parce que tu en as besoin. C'est un don rare. Je vais t'apprendre à le protéger. » Sous la direction de Madame Volkov, Émilie s'épanouit. Elle apprit la discipline du ballet classique, la liberté de la danse moderne et les rythmes complexes d'une douzaine d'autres styles. Mais elle ne perdit jamais le noyau brut et émotionnel des enseignements de son grand-père. Sa danse devint une fusion unique de précision militaire et de grâce à couper le souffle, un style qui n'appartenait qu'à elle. Elle resta humble malgré la célébrité. Le général Delaunay joua le rôle de grand-père de substitution, la protégeant des excès médiatiques et veillant à ce qu'elle ait une enfance aussi normale que possible. Elle allait à l'école, avait des amis, faisait ses devoirs et passait ses soirées et week-ends dans son studio, versant dans ses mouvements toute la joie, la peine et l'émerveillement de sa jeune vie. Le monde la regardait grandir. Des articles occasionnels montrèrent ses victoires en compétition, son talent fleurissant, en quelque chose de véritablement mondial. Elle ne donna jamais d'interview sur cette nuit à l'hôtel, mais elle n'en avait pas besoin. Sa danse disait tout. Elle parlait d'une force née de l'épreuve, d'une beauté trouvée dans des lieux inattendus, du pouvoir tranquille et inébranlable d'un cœur aimant. Quant à Henri de Villeneuve, il disparut de la vie publique. Lui et Béatrice divorcèrent. Il vendit son entreprise à perte et se retira sur une île privée, roi d'un royaume d'un seul. Parfois tard, le soir lorsque les journaux diffusaient un extrait d'Émilie adolescente, s'envolant sur scène, il regardait son visage partagé entre ressentiment et une étrange admiration mêlée. Il avait tenté de la rabaisser, mais au lieu de cela, il l'avait rendue illimitée. Il avait voulu prouver que la grâce était le produit de la richesse. Elle avait prouvé qu'elle était le produit de l'âme. Il avait plaisanté en parlant de 100 millions, et au final, c'était exactement ce que cela lui avait coûté. Il avait perdu une fortune, mais il avait perdu bien plus encore son nom, son pouvoir
et la seule chose qu'il ne pourrait jamais récupérer, son histoire, parce que son histoire n'était plus la sienne. Elle était et resterait à jamais une note de bas de page dans l'histoire de la fille qui avait dansé. 5 ans plus tard, la scène de l'Opéra Garnier était plongée dans l'obscurité. Un unique projecteur fendait le noir et illuminait une silhouette solitaire au centre. Elle n'était plus une fillette, mais une jeune femme de 17 ans. Émilie Martin avait grandi conformément aux descriptions de son grand-père. L'éclair dans ses pieds était désormais une puissance maîtrisée et explosive qui captivait les publics du monde entier. L'acier dans sa colonne se voyait dans sa posture parfaite, sa confiance inébranlable, sa maîtrise totale de la scène. Ce soir-là avait lieu la première de sa première création originale, un ballet en un acte qu'elle avait elle-même chorégraphié et intitulé « La dernière résistance ». Dans la salle, Carole regardait depuis le premier rang, assise entre le général Delaunay et une madame Volkoff rayonnante. Carole était devenue une autre femme, les rides de fatigue avaient cédé la place à une douce lueur de sens et de paix. Elle était la directrice respectée de la fondation Grâce Martin, une organisation qui en 5 ans avait aidé des milliers de familles à échapper à la prison écrasante des dettes médicales et avait financé des dizaines de studios grâce des écoles de danse gratuites dans des quartiers défavorisés à travers le pays pour que le talent d'un enfant ne soit jamais étouffé par le manque d'argent. Elle n'était plus invisible, elle était une force de bien. Sa force tranquille, désormais amplifiée, touchait d'innombrables vies. Le ballet commença. C'était la transposition de cette nuit-là, non en mots, mais dans la langue universelle du mouvement. Le premier acte dépeignait un monde d'angles glacés et de figures arrogantes, déambulant dans des costumes éblouissants. Le danseur principal, incarnant Henri de Villeneuve, tourbillonnait, dans une chorégraphie d'autoritarisme agressif, une satire acérée du pouvoir vide. La cour de bal incarnant les invités du gala se mouvait comme des marionnettes, leurs gestes dictés par le meneur. Puis une petite danseuse solitaire entra en scène nettoyant silencieusement les accessoires abandonnés par les autres, la femme de chambre et une autre jeune interprète jouant l'Émilie enfant l'observaient depuis l'ombre. Le public était silencieux, entièrement captivé. La scène décisive arriva. La confrontation, la musique, une partition moderne puissante, composée pour l'occasion, monta en tension dramatique. Quand le personnage de Villeneuve dirigea sa fureur vers la femme de chambre, la danseuse incarnant Émilie, avança. La musique s'arrêta. Un violon unique entonna alors les premières mesures de l'hymne à l'amour. Et Émilie Martin dansa. Elle dansa l'histoire du moineau, tombée l'histoire du soldat isolé, l'histoire de la douleur de sa mère et de son propre amour protecteur et farouche. C'était la même danse que celle de la nuit du gala, mais plus profonde, plus riche, nourrie de 5 années de vie, d'entraînement et de compréhension. C'était un chef-d'œuvre de narration émotionnelle sur la vaste scène de l'opéra. Sa performance ne resta pas un souvenir personnel, elle devint un hymne universel de défi face à la cruauté d'espérance contre le désespoir. Quand la dernière note s'éteignit et qu'Émilie se tint posée et triomphante dans le faisceau du projecteur, le silence se maintint un instant, puis le théâtre explosa. L'applaudissement fut une force physique, une vague sonore qui sembla ébranler les fondations mêmes du bâtiment. Ce fut un rugissement de reconnaissance, d'admiration, d'amour des roses pleuvait sur la scène. En coulisses, après le 17e rappel, Émilie fut enveloppée dans les bras de sa mère. « Il serait si fier de toi, ma chérie », murmura Carole, les yeux brillants.
pas seulement pour la danse, mais pour l'histoire. Le général Delaunay, les yeux étrangement humides, pressa son épaule. « Tu lui as rendu hommage ce soir, Émilie. Tu les as tous honorés. » Une semaine plus tard, une lettre arriva à la Fondation Grâce Martin, adressée à Émilie. L'enveloppe était de papier ordinaire, le cachet postal d'un petit coin. Oublié des Caraïbes, l'écriture tremblante et presque méconnaissable. « Mademoiselle Martin, j'ai vu un reportage sur votre ballet. Ils ont montré un extrait de votre performance. C'était remarquable. Je vis maintenant très retiré. Le monde m'a oublié, et c'est sans doute mieux ainsi. Longtemps j'ai été consumé par une amertume si profonde que je croyais que cela me détruirait. J'ai tout perdu, mon argent, mon nom, ma femme, mes soi-disant amis. Je mérite de l'avoir perdu. Ce que je n'ai pas compris ce soir-là, ni durant de longues années, ensuite, c'est que j'avais perdu la chose la plus importante. Bien avant de vous connaître, j'avais perdu mon humanité. Dans mon monde, les gens étaient des objets, des outils, à utiliser pour mon avancement ou mon amusement. La bonté était une faiblesse. La cruauté était une forme de pouvoir. Vous m'avez appris à moi et au monde entier combien je me trompais. Votre danse, cette nuit-là, n'était pas une attaque, c'était une leçon. Je n'étais pas un élève digne à l'époque, mais les années finissent toujours par vous forcer à apprendre. Je n'écris pas cette lettre pour demander votre pardon. Je n'ai aucun droit de le demander. J'écris simplement pour reconnaître une vérité qu'il m'a fallu toute une vie pour comprendre. La grâce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. C'est quelque chose que l'on doit construire en soi, souvent sur les cendres de ses propres erreurs. Votre danse me l'a montré. Merci sincèrement. H. de Villeneuve. Émilie lut la lettre 2 fois, puis la tendit à sa mère. Carole la parcourut, son expression pensive. Il semble, dit-elle doucement, que même un moineau tombé puisse réapprendre à voler. Émilie plia la lettre et la rangea. Elle ne ressentit ni triomphe ni satisfaction, seulement un calme sentiment d'apaisement. Le dernier fantôme de cette nuit avait enfin trouvé le repos. Le lendemain, Émilie se trouvait dans l'un des nouveaux studios Grâce de la Fondation, dans une banlieue populaire. Elle n'y était pas comme étoile, mais comme professeur. Elle se déplaçait parmi un groupe d'enfants, émerveillés de 10 ans, redressant la posture d'une petite fille, glissant un mot d'encouragement à un garçon timide au fond de la salle. Elle leur montrait les premiers pas d'une simple chorégraphie. C'était une danse que son grand-père avait inventée pour elle des années auparavant. Une histoire de graines plantée dans une terre dure, soignée avec patience et amour, jusqu'à ce qu'à contre toute attente, elle devienne quelque chose de beau et de fort, tandis que les enfants dansaient, leurs visages illuminés par la joie pure et simple du mouvement. Émilie les regardait, le cœur plein. Voilà, comprit-elle, la véritable victoire. Ce n'étaient pas les applaudissements ni la gloire. Ce n'était pas la chute d'un homme cruel. C'était cela, transmettre le don. Assurer que l'héritage du capitaine François Martin, un héritage de courage, d'intégrité et de grâce face à l'adversité, perdurerait non seulement dans un ballet mondialement célèbre, mais ici, dans les pas pleins d'espérance d'une nouvelle génération de danseurs. La bataille avait été gagnée cette nuit-là dans la salle de bal, mais l'histoire, son histoire, leur histoire continuerait à être racontée pour toujours. Dans chaque enfant découvrant sa force, dans chaque famille sortie du désespoir, dans chaque note d'un hymne qui promet que même lorsqu'on est perdu, on peut encore être retrouvé. La danse continuerait.